Et expliquer un peu, je l'ai vécu un peu en tant que membre du conseil d'administration à l'époque, la concertation pour une hydrolienne qui fait 1 mégawatt, c'est-à-dire 1600 de moins que la centrale de Flamanville 3, a duré 8 ans. Il a fallu 8 ans pour mettre côte à côte les pêcheurs, parce que en fait, la question, elle n'est pas tellement, cette fois-ci, la nuisance visuelle. Elle est le fait que dans l'endroit où on la met, on ne peut plus pêcher, par définition. Et puis que ça perturbe, enfin ça c'est des études que l'Ifremer est en train de faire, ça perturbe un peu les poissons alentours, donc il ne faut pas que ça perturbe trop, parce que sinon... les poissons, il faut quand même qu'ils s'en aillent pas trop loin. Donc en fait, moi je crois au potentiel de l'hydrolienne pour les raisons que tu viens d'indiquer. Mais pour le moment, c'est vraiment trop en amont, puisqu'on vient juste de la mettre, hein, après beaucoup de difficultés. Elle a eu un petit avarie, on l'a enlevée, on l'a remise. Moi je pense que c'est, de toute façon, l'énergie hydrolienne, ou l'énergie des marées, où il y a des énergies aussi qui tiennent compte de la température entre le haut et entre la mer un peu profonde et le truc. Donc il y a plusieurs projets. On avait discuté avec, à la fois au Conseil économique et social, on a fait un travail sur les énergies outre-mer, donc l'énergie des marées. Ça fait partie de ça, notamment en Polynésie française, on peut faire un certain nombre de choses, ou en Nouvelle-Calédonie. Donc pour moi, dans un certain nombre de cas, ça sera... Pour le moment, c'est un peu prématuré, parce que l'éolien offshore, lui, il est connu, parce qu'en Allemagne, au Danemark... Le postulat, compte tenu des connaissances techniques, qu'à terme, on continuera à faire du nucléaire en source principale de production. Alors, après, la question, c'est de savoir si ça sera à hauteur actuelle, à hauteur de 70%, à hauteur de 50%. Il y a des scénarios très différents. Ils partent, donc compte tenu de ça, ils disent on va gérer le transitoire en faisant de la durée de vie des centrales actuelles, ce qui fait que c'est la solution la moins coûteuse, hein, et ils développent tout un tas d'autres technologies dont, enfin ils sont en attente, enfin ils sont en éveil sur toutes les autres technologies à travers la recherche et développement, mais il y a tout un tas de technologies, y compris celles-ci, où on sait qu'elles peuvent exister, mais en tous les cas, de l'analyse actuelle des scientifiques, y compris des nôtres, le thorium coûterait beaucoup plus cher. Alors, le gros avantage, c'est qu'il y en a 4 fois plus sur la planète, mais ça coûterait beaucoup plus cher à fabriquer, ça serait plus complexe, il y a un rendement beaucoup plus faible, etc. etc. Donc, ils sont... C'est pas ce qui était publié sur Internet. Alors, oui, mais alors sur Internet, il y a tout ce qu'on veut, hein, il y a à boire, à manger. Et bon, non, mais écoute, moi je suis pas scientifique, moi je te dis ce que disent les scientifiques, mais envoie-moi-le, ça sera très intéressant. Mais enfin, le polytechnicien en question que tu connais bien, c'est M. Bout, c'est pas le dernier venu. Bon, ils ont l'air d'avoir quelques compétences. Voilà, moi je te fais état. D'accord, mais c'est bien, au moins ils en parlent. Je suis pas scientifique, je te fais. Oui, ils en parlent, c'est pas tabou. C'est pas tabou du tout. Et on est en éveil sur tout un tas de dossiers techniques. Tu en as cité quelques-uns, Jackie. Et l'analyse de la direction d'EDF, c'est de dire en l'état actuel de la connaissance, c'est pas la peine d'aller faire du solaire d'aujourd'hui, parce que le solaire d'aujourd'hui sera complètement à la rue avec le solaire des années 2000. Aujourd'hui, il est urgent, d'attendre. Non, mais c'est pas idiot, c'est de la stratégie. Il est urgent d'attendre. Non, mais il est urgent d'attendre que certaines technologies qui ont été qui commencent à être développées soient vraiment, on dira, un régime de croisière. Pas peine de mettre des milliards dans des trucs si le lendemain c'est obsolète. Il faut avouer que c'est pas, du point de vue économique, c'est pas terrible. Voilà, mais pour répondre à ta question, hein, c'est pas tabou, c'est des choses qui existent, elles sont pas, au jour d'aujourd'hui, elles sont pas retenues. Alors sur le solaire, juste pour donner des messages effectivement un peu complémentaires. Bon, sur le solaire, en France, ça dépend, il faut le taux d'ensoleillement qui va, parce que sinon ça ne sert pas à grand-chose. Mais il y a des projets qui ne sont pas d'EDF, mais des projets sérieux. Il y a un projet Desertec, hein, qui consiste à mettre des milliers de panneaux solaires au Sahara. Contre l'avis de FO, a décidé d'augmenter la cotisation des pensionnés, hein, puisque ce n'est pas les employeurs, ni les pensionnés versent une partie, mais quand c'est les employeurs refusent de payer pour les pensionnés. Ils ont refusé depuis le départ. Hein.
Donc, vous voyez le type de problème. Et puis, on a surtout le sujet activité sociale dans sa splendeur. On avait une lettre de l'ancien ministre Borloo qui, il y a 1 an et demi, a été envoyée aux employeurs en leur disant il faudrait mettre de l'ordre. Bon, les employeurs ont beaucoup réfléchi. Ils ont reçu la semaine dernière pour dire qu'ils allaient commencer une négociation dans 2 mois. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme négociation? Il y a plusieurs sujets. Il y a le fait de donner à la CCAS le soin de gérer le personnel statutaire, c'est-à-dire que les agents qui sont aujourd'hui mis à disposition par EDF de la CCAS deviendraient agents de la CCAS. Donc, s'ils sont agents de la CCAS, il faut qu'EDF verse une soulte à la CCAS pour... Et là, on est, je ne sais pas, entre 500, 600, 700 millions d'euros, enfin, c'est des sommes colossales, pour que la CCAS gère ce personnel comme si il était resté agent EDF statutaire. Donc, je ne vous dis pas les sommes en jeu, ça va changer les règles. Ouais, mais c'est parce qu'ils n'ont que 10 000 agents au statut. Et... Sur la masse. Mais ça ne change rien. Si tu as 10 000, tu peux payer 8% de 10 000 ou 8% de 60 000. C'est pas ça, c'est parce que le prix du gaz a fortement augmenté. Oui, mais ils n'ont pas beaucoup d'agents au statut, en fait. Oui, mais d'accord. Mais le pourcentage, forcément, est plus mais GDF Suez, c'est une entreprise privée. Hein, donc, quand ils ont le groupe GDF Suez et qu'il y en a qui ont 15%, puis les autres qui ont 3%, je peux te dire qu'ils regardent. Bon, donc on a ce problème, on a tous ces problèmes. Alors, bon, c'est clair que la direction, elle n'est pas très partante. En même temps, la Cour des comptes, ça fait 2 fois qu'elle dit que ça commence à bien faire. On a, vous le savez bien, des gens qui ont été mis en examen dans le cadre d'un procès qui a été lancé d'ailleurs par un ancien militant CGT, puisque c'était le directeur général de la CCAS qui a été viré. Bon, c'est lui qui a lancé le procès. Hein. Et donc on a un procès, je ne sais pas quand il aura peut-être eu un jour, on ne sait pas, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été mises en examen. Peut-être que le procureur, je ne sais pas si le procureur classera l'affaire ou s'il mettra au tribunal. Tout simplement, moi, je vais faire une intervention complètement complémentaire et à l'évidence différente, mais complémentaire de celle que vient de faire Jackie. D'abord, t'en as pour combien de temps? Parce qu'après, il y a Damien. Oui, tout à fait. Un quart d'heure, parce que contrairement à Jackie, c'est la première fois que je viens parmi vous, et c'est avec un grand plaisir. Ayant été nommé comme délégué syndical central depuis le 1er décembre, n'étant pas issu de la région, donc normalement on ne se connaît pas, bien évidemment, avec Christian, avec Frédéric, on se connaît, et avec Jackie, a fortiori, on se connaît depuis très longtemps. Mais voilà, donc je suis obligé de me présenter un petit peu. Donc Maurice Isler, ISLER, et donc je suis aujourd'hui délégué syndical central de l'entreprise, qui fait qu'il y a deux activités principales. La première, c'est tout l'aspect négociation, tout l'aspect, le deuxième pilier de mon action, c'est toute l'animation de la grande équipe force ouvrière au niveau d'EDF, mais j'y reviendrai. Donc tout simplement, moi j'ai passé toutes les étapes de ce qu'un syndicaliste, hein. J'ai été syndicaliste dans le privé pendant 10 ans, j'ai intégré EDF Tiru il y a très longtemps, en région parisienne, donc, où j'étais DP. Et puis, petit à petit, j'ai pris la fonction de secrétaire de syndicat dans le nucléaire à Cruas. Et puis, grâce à au début du mois, là, et ils se réunissent à nouveau fin février, 2 actes de travail. Hein. D'abord, une rencontre en Bune à Bugne. Et pour moi, quand je viens dans les assemblées générales, c'est du terrain. Hein, avant, mon terrain, c'était, comme tous les secrétaires de syndicats, c'était les adhérents, c'était le personnel. Moi, mon terrain, maintenant, ça va être l'ensemble des syndicats. Donc, des rencontres directes avec les syndicats, des rencontres directes avec les secrétaires de syndicats, et puis des réunions collectives où à Paris, à la fédération, en principe, on se réunit en grand groupe et on partage nos orientations en grand groupe. Donc ben voilà les objectifs quand même, tu as cité les élections, Jackie, cette année de CMCS qui de toute façon sont pas à dédaigner puisque c'est un tremplin tout de suite pour les élections de l'année d'après. À EDF, il faut voir que c'est pas spécial EDF, mais dans les IEG, on tourne aux alentours de 13% résultat de représentativité. On n'est pas à l'abri, hein, on n'est pas à l'abri. Donc on va essayer de recouvrer une représentativité grosso modo à hauteur de 15%, ce qui nous mettrait quand même à l'abri des courants d'air, puisque vous savez tous qu'en dessous des 10%, ben, on n'est plus représentatif, donc on ne peut plus négocier. Je viendrai à l'aspect négociation après, pas de roman. Puis ça fait pchit. Les agents estimant que la proposition ne faisait pas la rue Michel, et surtout que le remède pour les cadres était pire que le mal. Et donc à partir de là,
aucune organisation syndicale n'a signé, il n'y a pas eu d'accord. Alors en fin d'année, la direction nous a... C'est pas officiel, elle nous a rien écrit, hein, mais on a des rencontres bilatérales tous les mois avec la direction. Donc, vu que c'est pas officiel, on ne peut pas l'écrire sur un tract, mais on le dit, il y a besoin que nos camarades soient au courant. Donc la direction nous a fait état de sa volonté de se relancer dans une négociation exclusivement du temps de travail Codecom. On lui a dit, est-ce que c'est bien judicieux, vous êtes déjà cassé le cou un coup, il y a la période présidentielle qui arrive, ce serait peut-être pas plus bête d'attendre de nouveaux contextes quand même, hein. Contexte politique, contexte réglementaire. Oh non, on y tient, on veut y aller, bon, écoutez, il faut assumer quoi. Et puis, il est arrivé 2 éléments supplémentaires. Un en fin d'année passée, et un nouveau. Alors il y a là aussi une enquête de la Cour des comptes. La Cour des comptes pouvant le faire, elle a déjà fait l'éducation nationale, elle le fait chez nous. Il y a une enquête de la Cour des comptes sur les rémunérations à EDF. Et puis faisant une enquête sur les rémunérations, il s'est aperçu qu'il était nécessaire de faire une enquête sur le temps de travail d'école. Donc ça c'est tout nouveau. Donc là la direction dit on arrête tout, on verra ça après les présidentielles. Ça fait trop de choses à la fois. Hein, mais ils ont quand même mis une petite possibilité de faire quelque chose dans le domaine du temps de travail, puisqu'il y avait un accord les ACDIC. C'est-à-dire qu'on a eu, quand Gaz de France a été privatisé, au bout de 2 ans, on a eu l'UNEDIC qui s'est préoccupé du fait de dire, puisque vous êtes privatisé, vous devez cotiser aux ACDIC. Aujourd'hui, on cotise à une contribution de solidarité de 1%. Hein, je ne sais plus combien c'est 1 ou 2% de plus, hein, plus les employeurs, plus ainsi de suite. Donc nous, on s'est opposé à cette cotisation au motif qu'on avait la garantie de l'emploi et au motif que le gouvernement s'était engagé, parce que la question, moi je l'avais fait poser lorsqu'il y a eu la private de Gaz de France, et il nous avait dit que non, il ne touchera à rien. Donc on s'est appuyé sur ce qu'il nous avait répondu pour dire, puisque vous avez pris l'engagement, vous pouvez le tenir, puis en plus, vous garantissez l'emploi. Et donc il y a eu une modification de la loi qu'on a obtenue contre l'avis de l'UNEDIC, qui est ta présidente CFDT, et la Confédération FO nous a complètement soutenus, parce que nous on avait, la crainte pour GDF Suez, mais si c'était pour GDF Suez, pour des raisons de concurrence, on allait nous l'appliquer sur EDF, ERDF, et ainsi de suite. Et si on disait qu'il n'y avait pas de garantie de l'emploi sur un côté, forcément, je veux dire, c'est le même statut, voilà. Donc on a réussi, et le gouvernement, là pour le coup, ça a été arbitré au niveau de l'Élysée par le conseiller social à l'époque, Raymond Soubi, et on a fait remonter le truc et on a obtenu satisfaction. Mais c'est pour vous dire que ces questions... donc en fait, on a un texte qui maintenant, au moins dans l'exposé des motifs, dit qu'il y a une garantie d'emploi à EDF. C'est pas marqué garantie d'emploi, mais dans l'explication de pourquoi on ne cotise pas, c'est parce qu'il y a une garantie d'emploi. Alors ça, on n'était quand même pas peu fiers de l'avoir obtenu, même si c'est pas dans le statut marqué garantie d'emploi, mais enfin le contexte était celui-là. Donc tout ça pour dire que dans l'état actuel des choses, l'accord compétitivité-emploi Merkel-Sarkozy, c'est globalement, on évite des licenciements en réduisant le temps de travail. En fait, c'est travailler moins pour gagner moins. Ça n'est pas que travailler plus pour gagner plus, 5 ans après, c'est travailler moins pour gagner moins.